Bonjour à tous, dans ce chapitre nous allons comprendre comment il est possible de communiquer avec des ondes. Nous allons voir les différentes techniques qu'il est possible de mettre en place, leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients. Et on va commencer par voir la chaîne générale de transmission de l'information. Alors cette chaîne générale de transmission de l'information correspond à l'ensemble des éléments qui permettent de transférer des informations d'un point à un autre. Elle contient la source qui est à l'origine des informations à transmettre, un encodeur qui va coder l'information, qui permet par exemple de convertir le signal initial analogique en signal numérique ou sous une autre forme. On a ensuite un canal de transmission qui est composé d'un émetteur et d'un récepteur qui émettent et reçoivent l'information codée. Et on a enfin un décodeur qui décode l'information afin de la transmettre au destinataire. On peut prendre l'exemple d'une conversation avec un téléphone. La source et le destinataire sont les personnes qui discutent et l'information que l'on souhaite transmettre, c'est un signal sonore analogique. La première chose à faire va être de coder ce signal. La première étape va être effectuée par le micro qui va transformer le signal sonore en signal électrique. Et ensuite, ce signal électrique analogique va être numérisé grâce à un convertisseur. On va ensuite transmettre ce signal grâce à une antenne émettrice qui va convertir le signal électrique en un signal transporté par des ondes électromagnétiques. Ce signal va être reçu par une antenne réceptrice qui va faire l'opération inverse, qui va transformer ces ondes électromagnétiques en un signal électrique. On va ensuite décoder ce signal, notamment grâce au haut-parleur, qui va pouvoir restituer le signal sous forme sonore au destinataire. De façon générale, il existe deux façons de transmettre une information. On peut utiliser la propagation guidée, où les ondes sont contraintes de se propager dans une seule direction. On peut donner l'exemple des câbles électriques ou des fibres optiques. Ou alors on peut utiliser la propagation libre, où les ondes peuvent se déplacer dans de multiples directions. C'est le cas des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'air entre des antennes par exemple. Quel que soit le type de propagation qu'on utilise, le principal inconvénient auquel on aura affaire, c'est l'atténuation de l'onde. En fait, quand l'onde se propage, elle perd peu à peu de son énergie. Si je suis dans le cas d'une propagation guidée, elle va perdre peu à peu de son énergie puisqu'elle est absorbée par la matière. Si on est dans le cas d'une propagation libre, on a non seulement l'absorption par la matière, mais on a aussi le fait que l'obstacle, lorsque l'onde va se propager, elle va rencontrer des obstacles, elle va être réfléchie, elle va être diffusée. Et on a aussi le fait que comme elle se propage dans toutes les directions, son énergie va se répartir sur des surfaces de plus en plus grandes, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, et du coup son intensité va diminuer. Pour la propagation guidée, on utilise des câbles électriques qui vont permettre de transmettre l'information sous forme de signal électrique. On retrouve notamment le câble aperteur SAD et le câble coaxial. Ces deux types de câbles, la configuration de ces deux types de câbles a pour but de limiter la sensibilité aux interférences. Si vous regardez le câble aperteur SAD, vous vous rendez compte en fait qu'il est formé de deux fils conducteurs qui sont enroulés l'un autour de l'autre. Et ces câbles présentent quelques avantages par rapport aux câbles coaxiaux, ils sont notamment plus souples et plus solides. Une des particularités de la transmission par câble, c'est l'adaptation d'impédance. En fait, un câble électrique possède une certaine résistance qu'on appelle aussi impédance. Pour qu'une transmission d'information via un câble se fasse correctement, il faut que les résistances présentes à l'entrée et à la sortie du câble soient à peu près égales à l'impédance caractéristique du câble. Dans le cas contraire, toute l'énergie n'est pas transférée et cette partie qui n'est pas transférée fait demi-tour, elle est réfléchie, ce qui déforme le signal et entraîne des pertes. Si on prend l'exemple du câble coaxial, son impédance est d'environ 50 ohms. Si en sortie, on a quelque chose qui a une résistance beaucoup plus grande que 50 ohms, dans ce cas-là, l'onde va être réfléchie et voilà ce qu'on va obtenir. Une onde incidente, une onde réfléchie qui se propagent en sens inverse, qui vont interagir et déformer du coup le signal incident. Il en est de même si on prend quelque chose en sortie qui a une résistance beaucoup plus petite que 50 ohms. Dans ce cas-là, toute l'énergie ne va pas être transférée. Il y a une grande majorité de l'énergie qui va être réfléchie. Et par contre, si vous regardez ce qu'on obtient, c'est quelque peu différent de ce qu'on avait avant. L'onde réfléchie n'est pas dans le même sens, mais en opposition de phase.
Mais quoi qu'il en soit, les deux ondes, l'onde incidente, l'onde réfléchie vont se superposer, ce qui va entraîner une déformation du signal. Pour que la transmission d'informations via un câble coaxial se fasse correctement, il faut donc qu'en sortie, on ait quelque chose qui ait une résistance d'environ 50 ohms. Dans ce cas-là, toute l'onde est transmise. Un autre système qui est aussi de plus en plus utilisé et qui rentre dans le cadre d'une propagation guidée, c'est la fibre optique. Les fibres optiques sont utilisées pour transmettre des informations sous forme de signaux électromagnétiques. Alors en général, c'est visible ou proche visible. Une fibre optique est constituée d'un cœur entouré d'une gaine et enfin d'une protection. Quand un rayon lumineux rentre dans le cœur, il est piégé. En fait, il subit une succession de réflexions totales, ce qui permet de le guider et de lui faire parcourir de grandes distances. On peut faire un bilan de ce que l'on vient de voir. Pour une transmission guidée, on peut utiliser soit une fibre optique, soit un câble électrique. Si on utilise une fibre optique, on transmet un signal électromagnétique qui fait partie du visible ou du proche visible. Si on utilise un câble électrique, il s'agit d'un signal électrique. Les fibres optiques sont plutôt utilisées sur des transmissions à grande distance, alors que les câbles électriques sont plutôt utilisés pour des transmissions sur des courtes distances. Si l'on regarde les avantages et les inconvénients de chacun, la fibre optique possède beaucoup d'avantages. Non seulement elle a peu d'atténuation, c'est pour ça qu'on l'utilise sur des transmissions à grande distance. En plus, elle est insensible aux perturbations extérieures et elle a un débit binaire élevé, ce qui veut dire qu'on a une transmission rapide avec une fibre optique. À côté de ça, le câble optique rivalise difficilement. Son seul avantage, son seul atout, c'est que les infrastructures sont déjà construites. Pour transmettre une information, on peut aussi utiliser la propagation libre. C'est le cas des ondes électromagnétiques qui se transmettent, qui se propagent d'une antenne à une autre. Pour ce type de propagation, on utilise les ondes radioélectriques, aussi appelées ondes radiofréquences. Et si vous regardez le spectre qui est devant vous, les ondes radioélectriques correspondent aux ondes électromagnétiques qui ont une grande longueur d'onde supérieure à 1 mm. L'oreille humaine perçoit les ondes acoustiques dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Pour les transmettre sur de longues distances, il est nécessaire d'avoir recours aux ondes électromagnétiques car les ondes acoustiques sont très fortement absorbées par la matière. Néanmoins, on ne peut pas utiliser des ondes électromagnétiques de même fréquence que les ondes sonores qu'on souhaite transmettre. On rencontre dans ce cas-là divers problèmes. Le problème, c'est que des ondes électromagnétiques de faible fréquence, il y en a partout autour de nous, et du coup, les ondes qui sont utilisées pour la transmission seraient perdues dans tous ces signaux environnants. Le deuxième est lié à la taille des antennes. En fait, la hauteur d'une antenne doit être du même ordre de grandeur que la longueur d'onde des ondes qu'on souhaite transmettre. On peut faire un calcul rapide. La longueur d'onde des ondes qu'on souhaite transmettre, on peut la calculer en utilisant la formule C sur F. C, ici, c'est la vitesse des ondes électromagnétiques, 3 × 10⁻8 mètres par seconde dans l'air, et la fréquence, on peut prendre une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz, par exemple 1 kHz. Et dans ce cas-là, on trouve une longueur d'onde de 300 km, ce qui voudrait dire que notre antenne devrait mesurer 300 km de haut. Donc le deuxième problème, c'est la taille des antennes qui est irréaliste. Il est donc nécessaire de moduler. Alors là, à l'écran, vous voyez le signal électrique qui est un signal image du signal sonore que l'on souhaite transmettre. On peut réaliser son spectre et on voit qu'il contient un pic à la fréquence petit f, ce qui signifie simplement que le signal que l'on souhaite transmettre contient juste une fréquence petit f. L'objectif de la modulation, ça va être d'augmenter cette fréquence afin d'obtenir une onde de fréquence beaucoup plus grande et de pouvoir la transmettre plus facilement. Donc en fait, lorsque l'on transmet des ondes sonores, on a d'abord un micro qui transforme notre signal sonore en signal électrique de même fréquence. Et ensuite, il faut moduler ce signal. Pour moduler ce signal, on va utiliser un signal électrique de très grande fréquence qu'on va coupler avec notre signal électrique à nous. C'est ce qu'on appelle la modulation. Ce signal modulé va être transmis à une antenne qui va le transmettre à une autre antenne, une antenne réceptrice, via des ondes électromagnétiques.
Ce signal, une fois reçu par l'autre antenne, va être démodulé. On va donc obtenir un signal électrique de même fréquence que celui de départ, et il y a un haut-parleur qui va convertir ce signal électrique en signal. Il existe deux types de modulation, la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence. Quel que soit le type de modulation qu'on utilise, l'objectif c'est toujours d'utiliser une onde électromagnétique de très grande fréquence qui va nous permettre de transmettre notre signal électrique, qui est un signal image de notre signal sonore, de petite fréquence. Lorsque l'on fait de la modulation d'amplitude, on va prendre le signal que l'on souhaite transmettre, qui a une petite fréquence, que l'on note F, et on va multiplier ce signal avec un signal de très grande fréquence, noté grand F, et on va obtenir un signal, si vous regardez, qui est modulé en amplitude. Et on fait un point sur le vocabulaire à utiliser. L'onde de très grande fréquence que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'onde porteuse. Le signal que l'on souhaite transmettre, c'est le signal modulant, et le signal qu'on obtient qui résulte de la multiplication du signal modulant et de l'onde porteuse, c'est ce qu'on appelle le signal modulé. Je vous rappelle l'allure du spectre du signal que l'on souhaite transmettre. Il contient un pic à la fréquence petit f. On peut de même dessiner le spectre du signal de haute fréquence qui nous permet de moduler. Il contient un pic à la fréquence grand F. Et on peut faire de même le spectre du signal modulé. Et là, on se rend compte qu'il contient trois pics, un à la fréquence grand F moins petit f, un à la fréquence F et un à la fréquence grand F plus petit f. En voyant le spectre du signal modulé, on peut se dire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. L'objectif, c'était d'augmenter la fréquence du signal à transmettre. On voit bien qu'ici, on a des pics pour des fréquences beaucoup plus élevées. Et en plus, si vous regardez, on voit qu'on a des pics à grand F moins petit f et à grand F plus petit f. On a encore petit f qui apparaît dans le signal modulé, donc il contient bien l'information que l'on souhaite transmettre. Pour pouvoir exploiter totalement le spectre du signal modulé, il faut encore que l'on voit deux grandeurs. La première, c'est le taux de modulation, qui peut se calculer à l'aide de la formule M égale A moins B sur A plus B, où A et B sont représentés sur le premier graphique. Donc par exemple, dans le premier cas, on a un taux de modulation de 0,5, dans le deuxième 0,2 et dans le troisième M égale 1. Ensuite, on peut définir petit a qui correspond à l'amplitude moyenne du signal modulé. Le taux de modulation et l'amplitude moyenne du signal modulé peut nous permettre de calculer l'amplitude des pics sur le spectre du signal modulé. Donc on sait qu'on a trois pics, un à la fréquence grand F moins petit f, un à la fréquence F et un à la fréquence grand F plus petit f. Le grand pic, il a une amplitude de A, ce qui correspond à l'amplitude moyenne du signal modulé. Et les deux petits pics, on peut calculer leur amplitude en faisant A l'amplitude moyenne fois M le taux de modulation que l'on divise par 2. Deuxième type de modulation qui existe, c'est la modulation de fréquence. Comme pour la modulation d'amplitude, on va utiliser le signal que l'on souhaite transmettre, qu'on appelle le signal modulant, et que l'on va coupler avec une porteuse, un signal de très grande fréquence. Et cette fois-ci, lorsqu'on fait de la modulation de fréquence, on obtient un signal qui va être modulé, mais non plus en amplitude, mais en fréquence, comme vous voyez sur le dernier graphique. Si l'on regarde le spectre en fréquence du signal modulé, on se rend compte que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de pics, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces pics ont aussi lieu pour des grandes fréquences. Donc du coup, comme tout à l'heure, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. On a transformé notre signal initial de petite fréquence en un signal de grande fréquence. Et si vous regardez, au niveau des pics, on a encore petit f qui apparaît. On a par exemple grand F moins petit f, grand F moins 2f. Donc du coup, notre signal de grande fréquence, il comporte encore l'information de notre signal de fréquence f. Donc du coup, on va pouvoir transmettre notre information grâce à ce signal modulé en fréquence. La modulation en fréquence est beaucoup plus complexe que la modulation d'amplitude, donc on va s'arrêter là pour ce que vous devez savoir. Par contre, vous devez encore savoir que la modulation de fréquence est beaucoup plus utilisée que la modulation d'amplitude. Je pense que vous vous rendez compte, quand vous utilisez un poste de radio, on peut régler AM ou FM. AM, c'est pour modulation d'amplitude et FM, c'est pour modulation de fréquence.
Et maintenant, on est quasi toujours actuellement sur FM pour modulation de fréquence. Et maintenant, je vous laisse passer aux exercices numéro 3, 4, 5, 6 et 7 de la fiche d'exercice associée.